Merci de nous rejoindre dans le débat du soir, mesdames et messieurs. Après le séminaire sur le bilan de la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation, le Conseil des ministres de ce 18 juin a pris 4 décisions majeures en lien avec les doléances des maires, décisions politiques et techniques. L'une des principales nouveautés concerne, mesdames et messieurs, la désignation des secrétaires exécutifs dorénavant. Chaque maire devra tirer au sort 3 candidats dans la base de données nationale, puis choisir l'un d'eux en séance pour occuper ce poste stratégique. Alors, serait-ce un cadeau ou une réponse réelle à une réforme controversée? C'est le débat que nous faisons à travers cette première thématique. Je vous présente mes invités. Je suis avec Monsieur Juste Agnoro, il est acteur politique. Monsieur Agnoro, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Togola. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va bien. Juliette Amekti, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Et enfin, Boniek Anagono, bonsoir, vous êtes analyste politique. Andiel, bonsoir, bonsoir aux amis téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes également juriste. Alors, Monsieur Agnoro, je vais commencer par vous avec ce déroulement. Déjà, d'abord un séminaire, là maintenant des décisions. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rétablissement du pouvoir des maires au sein des conseils communaux? Je pense que le président Patrice Talon est en train d'évaluer la réforme qui a été mise en place. Et nous savons que notre pays, avant 2016, était dans une sorte de méforme. Et c'est avec les réformes que nous arrivons à changer les donnes. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont décidé de travailler jusqu'à épuisement. Nous voyons que on est presque au terme du mandat, mais le travail reste continu, soutenu et assidu. Et au niveau des maires, nous voyons bien que le président Patrice Talon tient à ce que le développement local puisse rayonner. Nous avons l'habitude de centrer nos réflexions sur le pouvoir central, je me répète, mais aujourd'hui, il pense que la progression, et ce sont ces termes, la progression vers le mieux-être doit être orientée vers le développement local. Et à cet effet, il a donc convié les maires. Et ce qui est particulièrement alléchant au cours de cet échange, c'est que le président Patrice Talon n'est pas resté devant eux. Il est resté au milieu d'eux. Et c'est une marque pour dire que nous sommes ensemble responsables des résultats qui ont découlé des réformes qui ont mis en place dans le cadre de la décentralisation. Ça veut dire qu'il est avec les maires, il n'est pas devant les maires, il porte la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Et comme ils ont fait l'évaluation, ils ont fait le bilan, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que les choses aillent mieux. Donc nous pouvons dire qu'il a maintenu la dynamique qui le caractérise et c'est à saluer. Il continue de travailler, il continue de mettre en place ce qu'il a décidé de faire pour le rayonnement de notre pays. Alors, Julio Tometti, quand on fait un retour en arrière et on regarde un peu comment ces secrétaires exécutifs ont pris fonction et comment également les maires se sont sentis lésés, à travers ce séminaire et aujourd'hui, on peut dire la réforme dans la réforme, en tout cas, ou la correction de la réforme, est-ce qu'on peut dire que Patrice Talon essaie de rendre un peu le pouvoir que les maires avaient un temps, enfin à leur lecture perdue à travers cette présentation de super-hommes que sont les secrétaires exécutifs? Oui, il faut commencer par rappeler que l'objectif maîtresse en fait de cette réforme-là était de faire en fait du secteur de la décentralisation un moteur de développement socio-économique au bénéfice des populations, notamment celles à la base. Et pour aboutir à cet objectif, il faut travailler à évaluer à un moment donné le dispositif pour en fait le dépouiller des obstacles qui sont apparus ou en fait des difficultés d'ordre structurel que nous avons notées.
Nous avons noté par exemple, comme vous le disiez si bien, les maires ont tendance à être un peu marginalisés. Nous avons vu, ça est apparu sur la place publique, que des secrétaires exécutifs adressent des convocations à leur maire. Sur un certain nombre d'aspects, le maire commence à devenir complètement absent parce que les secrétaires exécutifs se disent qu'ils ont la plénitude de pouvoir en ce qui concerne en fait l'exécution en fait du budget. Le maire n'étant que ceux qui, avec le conseil communal, formalisent ou décident, mais dans la pratique même, c'est comment dire, le secrétaire exécutif. Et on a même entendu des maires qui ont dit qu'eux, ils sont presque, par exemple, des fois, il leur est impossible d'aller dans la communauté. Parce qu'il va dans un quartier, on dit, il y a cette voie-là qu'il faut reprofiler rapidement. Avant, le maire pouvait appeler directement le DST et dans les minutes, dans les heures, suivre, ça peut être fait. Aujourd'hui, le maire doit faire une procédure spéciale si ce n'était pas prévu dans le plan d'action de la mairie. Donc, à partir de ce moment-là, le maire qui va vers la population nous pose des problèmes, il est incapable de pouvoir les résoudre. Ça pose... incapable de les résoudre tout de suite. Bon, voilà. Alors que les populations considèrent que c'est le maire qu'ils ont élu et que c'est le maire qui est responsable devant eux. Tout cela, ça a été pourquoi? C'est d'abord par, en fait, comment les secrétaires exécutifs sont venus. Ils ont été répertoriés dans une base de données. Maintenant, c'est que le maire tire trois noms au sort. Et dans les trois noms-là, il décide de celui qui sera secrétaire et exécutif. Donc, il y a aujourd'hui, il y a la matérialisation de l'acte d'autorité qui est la désignation par le maire. Donc, premier élément, à partir de ce moment-là, le SEC, en fait, qu'il provient de la volonté politique de quelqu'un, et à partir de ce moment-là, la collaboration peut être plus aisée. Il y a d'autres éléments ou d'autres recommandations, comme quoi impliquer davantage les maires dans l'exécution du budget, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Le maire décide du budget, mais après ce qu'on en fait, ce n'est plus son problème. Il revient pour le contrôle avec le conseil communal. Mais dans l'exécution même, il est presque absent. Et donc, ce sont des éléments qui ne permettent véritablement pas à ce que les gens puissent avoir en fait la volonté ou l'engouement d'évaluer les besoins de leur communauté, de faire des propositions qui déboucheraient à des décisions bénéfiques pour la population. Je pense en fait avec cette nouvelle donne, si ça finit par se matérialiser, c'est une décision prise en conseil des ministres, donc c'est sûr ça va être matérialisé. Encore que il y a d'autres éléments en fait qui vient s'y ajouter en termes de renforcement de capacité, parce que l'autre chose en fait qu'il faut noter, c'est que les secrétaires exécutifs, ce n'était pas foncièrement en fait des administrateurs civils au plan formel du terme. Ce sont des catégories ce sont des agents ou bien des cadres de catégorie AA, d'accord, de différents domaines qui, sur la base en fait d'une certaine relecture, que ce soit peut-être vous maîtrisez un peu les thèses de la décentralisation, ou vous avez travaillé dans une mairie une fois, sur la base de l'évaluation qu'on a été faite, les gens ont été répertoriés. Mais au fond, en fait, il y a en fait une certaine culture que ceux qui ont fait véritablement l'administration ont, et qui est différente d'une personne comme moi. Je suis cadre 1, je connais un peu les tests, mais ça ne fait pas fondamentalement de moi, en fait, un administrateur civil pour gérer les questions de l'administration territoriale avec toute sa complexité, les rapports humains avec la hiérarchie, les rapports avec les autres techniciens, pour s'adapter en fait au plan de développement communal qui a été fait tout là. Donc, tout ça a créé en fait une certaine scission, une certaine dichotomie au sein de l'administration communale que ces nouvelles mesures, nous en sommes convaincus, permettront de régler tant soit peu. Justement, placer le maire au cœur donc de la sélection de son secrétaire exécutif, êtes-vous convaincu que ça réglera le problème, en tout cas les problèmes qui ont été dénoncés ça et là, qui ont conduit à l'organisation de ce séminaire, Julio? Bien entendu, comme nous le disions tout à l'heure, les maires reviennent en fait au cœur de l'administration communale, parce qu'on avait tendance à conférer toute la plénitude du pouvoir aux SE. Et le problème qui se posait, en fait, les SE aussi étaient, c'est comme s'il y a une épée de Damoclès qui pesait sur eux. Ils se disaient, si je laisse la main au maire, si je me laisse au désirata du maire, les conséquences vont rejaillir sur moi parce que c'est à moi la responsabilité a été conférée. Et tel que ça a été fait, c'était comme carrément, excusez-moi de le dire comme ça, un vent de méfiance qui était
sur les maires et qu'on dit, bon, on veut débarrasser, en fait, on veut séparer les fonctions politiques des fonctions techniques, les fonctions techniques ayant pris complètement le pas, ceux qu'on a élus comme maires véritablement se retrouvent presque isolés de leur administration. Alors, Boniek Anagono sur la même question. Voilà, avec cette nouvelle modalité, les maires retrouveraient-ils leur pouvoir entre-temps, on va dire, bon, je ne vais pas dire mis de côté, en tout cas, retrouveraient-ils leur pouvoir sur leur administration? Alors, Angel, moi, je voudrais faire appel à l'histoire pour permettre aux uns et aux autres. Non, pas, je serai très proche de vous ici. 2003, nous avons décidé de déléguer du pouvoir, n'est-ce pas, aux collectivités locales pour leur permettre d'amorcer véritablement un certain nombre de développement. Nous avons fait 20 ans, 2003. Nous avons fait 20 ans de pratique donc de pouvoir local et il était normal, vu celui que nous avons en situation, le président Patrice Talon a jugé bon qu'on fasse un break, qu'on évalue en réalité tout le travail fait en 20 ans pour voir si est-ce que les fleurs ont tenu, enfin les fruits ont tenu la promesse des fleurs, ou si vous voulez, est-ce qu'on est arrivé véritablement à enclencher une véritable, un véritable mouvement de développement dans les communes. Il est apparu à la vérité que l'aspect politique de la chose a tellement fait que l'on ne se préoccupe pas forcément du développement, mais l'on travaille plutôt à se faire élire. Et c'est pourquoi je crois que le chef de l'État a pensé à mettre en place un mécanisme pour que le politique s'occupe de l'aspect politique du développement et que le technicien s'occupe de l'aspect technique du développement. Alors, nous avons mis en place cette réforme-là. Et puis, 2 ans après, le chef de l'État constate qu'il faut faire encore un break pour voir si le mécanisme que nous avons souverainement mis en place, est-ce que le mécanisme a fonctionné. Il est apparu à la vérité, une fois encore, qu'on a tendance à minimiser l'autorité du maire au sein des communes. Il faut le dire. C'est parce que le chef a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un malaise, que le chef a rappelé tout le monde pour situer. En fait, pour moi, cette rencontre-là, c'était pour dire la seule autorité au sein des collectivités locales, si vous voulez, au sein des communes, des municipalités, c'est le maire. Vous, SE, vous êtes là simplement pour accompagner le maire dans l'aspect technique du développement, dans la mise en œuvre de la vision politique, n'est-ce pas, du maire. Donc, je crois que c'est une rencontre donc de précision et le chef de l'État a su bien le préciser avec des mots. Je crois, ce monsieur-là, chaque jour je l'aime, je ne sais pas pourquoi, avec des mots très simples et très clairs et qui ont permis à tout le monde de se sentir bien, sans minimiser les SE et en rendant au maire toute leur autorité. Ensuite, il leur a ouvert maintenant le champ. Il dit désormais, il leur a ouvert, le champ pour leur dire désormais, écoutez, le maire, les maires désormais, vous avez la possibilité de tirer 3 noms. Vous tirez 3 noms, je vous laisse la latitude de choisir parmi ces 3-là, celui que vous voulez qu'il soit SE. Julio l'a dit tout à l'heure, à partir de cet instant, on réhabilite le maire dans la plénitude de son autorité. Ensuite, il dit, bon, d'accord, nous avons constaté que dans l'application de votre politique, il y arrive des moments où dans les marchés publics, et c'est là que le problème se pose, il dit, désormais, nous allons travailler avec l'autorité de régulation des marchés publics pour que les conflits qui naissent soient rapidement réglés pour que votre politique soit efficace sur le terrain. Ensuite, il dit que désormais, les programmes d'État, les activités de l'État déployées dans les communes désormais verront la participation pleine et entière de l'autorité communale qui est le maire. On ne peut pas, en l'État, donner plus à un élu local pour qu'il amorce véritablement le développement de sa commune. Alors oui, juste Agnoro, avec ces modifications, est-ce qu'on peut réellement atteindre l'objectif de ce développement à la base? Je vois bien que le président Patrice Talon, il aime l'expérience. Il veut que ce que nous pensons, nous puissions l'expérimenter. Et c'est ce qui fait aussi sa spécificité. Il a dit que c'est celui qui n'agit pas, qui ne se trompe pas. Et il est toujours modeste par rapport à toutes les initiatives qu'il prend. Il ne joue pas au héros. Il apprend aussi. Et donc, nous avons remarqué qu'au niveau de nos collectivités territoriales, au niveau de nos communes, il y avait quelques couacs. Et lorsqu'on fait l'expérience, on arrive à évaluer ces couacs-là.
et il fait face à ces situations et il évalue. Donc moi, je trouve que la note particulière de ce gouvernement, c'est de toujours éprouver ce qui est conçu. Donc la pensée a sa valeur quand on l'incarne. Et le président Patrice Talon nous le prouve à suffisance. Donc nous pensons que l'heure du bilan qui a sonné, c'est pour restaurer les maires dans leur autorité, l'autorité politique du maire, parce que le maire est là pour assurer la police administrative des communes. Et c'est important donc que le maire puisse travailler en symbiose. C'est cette symbiose qu'on a voulu retrouver, cette osmose au niveau du conseil communal et avec le secrétaire exécutif. Donc il a participé à bémoliser l'omnipotence du secrétaire exécutif et cela permet d'établir une complémentarité entre le secrétaire exécutif et le maire. Donc il y a aujourd'hui un dialogue permanent, un dialogue constant, intense entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif. Et cela est à saluer. Ce sera difficile parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Tukuntuna. On a vu comment il y a des secrétaires exécutifs, des secrétaires exécutives aussi qui ont été révoqués. Et tout ça, c'est un apprentissage. Nous sommes au début et à Porto Novo aussi, on a remarqué. Mais nous remarquons que le bilan reste quand même élogieux parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes et nous apprenons petit à petit à allier technique et politique. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler constamment et le président nous y invite de fort belle manière. Alors, vous l'avez tous dit que ce sont des solutions réelles à cette réforme. Monsieur Amiro le disait tout à l'heure, on a connu juste une douzaine de communes dans lesquelles les secrétaires exécutifs ont été révoqués. Voilà, Juliette Tometti, beaucoup ou certaines modifications qui ont été donc opérées après 2 ans de mise en exécution de cette réforme. Boniek l'a rappelé également, il y a cet intéressement du maire qui va désormais agir au niveau de certains programmes. Il y a également la situation avec les PMP et tout. Pensez-vous qu'avec ces améliorations, concrètement, on va atteindre ou rendre la décentralisation plus efficace, participative et réactive face aux réalités de nos communautés locales? C'est le nœud de la question. Oui, bien entendu, vous avez bien exprimé le mot participative et réactive. Participative en ce sens qu'aujourd'hui, vous savez, il y a, comment dire, un bémol qui viendra dans le subconscient en fait des maires. Ils se sont toujours plaints, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et ce qui a été fait, c'est une réponse ou l'impression d'avoir été écouté. Le seul fait que de se sentir que oui, il y a eu une réforme. Ces réformes ont, comment dire, ont révélé un certain nombre d'insuffisances que nous sommes en train de, comment dire, de vouloir corriger. Voilà. Et aujourd'hui, c'est que à la suite, en fait, d'un séminaire avec tout le parterre de l'administration décentralisée, le gouvernement a jugé opportun de se retirer et de réfléchir en Conseil des ministres pour sortir en fait des mesures. Et vous avez vu un peu le temps, puisque à l'issue de cette rencontre avec les maires, il n'y a pas eu de décision. Il y a eu une sorte d'évaluation. On a recueilli de manière plus formelle en fait les préoccupations des uns et des autres sur lesquelles on a dû réfléchir pour aboutir aujourd'hui à ces propositions qui sont sorties en Conseil des ministres. Donc, participatif, oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui ressort, c'est la prise en compte, en fait, des idées, des inquiétudes, des préoccupations, des solutions des uns et des autres qui forgent aujourd'hui l'arsenal qu'on a mis en place. Je suis sûr que les gens ont pensé, ont proposé, par exemple, que tel que les maires, les SE se désignaient, de point de vue objectif, ça ne peut pas être tenable pour les maires parce qu'il n'y a pas eu cette alchimie, il n'y a pas un lien de connectivité entre le maire et le SE. Mais la grosse interrogation ici, est-ce que ça règle le problème? Et vous savez, les SE, je ne le dis pas pour les pointer du doigt, ils sont venus dans les administrations décentralisées en ayant à l'esprit, comme je disais tantôt, un regain de méfiance. Rappelez-vous des fonds FADEC, de tout ce qu'on a dit. Donc, ils viennent
voilà ceux qui, excusez-moi de le dire comme ça, ceux qui avaient peut-être mal géré les ressources de la commune, il n'y a pas question aujourd'hui de leur laisser, en fait, la voie. Et donc, c'est nous, techniques, on va gérer de manière technique pour aboutir à des résultats. Et donc, lorsqu'on se met dans ces trucs-là, en ignorant que c'est une chaîne, tel que ça a été, le processus, comment dire, la réforme a été conduite, c'est une chaîne, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à aller au conseil de supervision, vous aurez senti quand on voit très bien. Sinon, en vérité, le problème, en vérité, n'était pas un problème d'ordre structurel. C'est beaucoup plus sur des considérations d'ordre humain, sur des considérations subjectives que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire en fait ces aspects-là, d'où en fait la pertinence de ces mesures qui ont été. Donc aujourd'hui nous pouvons dire d'une manière ou d'une autre que ce soit, puisque ce qui a été fait, il faut encore le rajouter, ça n'a pas pour objectif de dépouiller les SE de quelque manière que ce soit, mais d'allier en fait la technique, le volet technique et les ambitions ou les orientations politiques, parce qu'au-delà de tout, nous avons parlé des réformes du sympathisant, ce sont les partis politiques qui expérimentent en fait une vision politique au sein des mairies à travers les maires qu'ils désignent et dont les populations ont été majoritairement votant pour eux à travers les conseils communautaires. On ne peut pas dire que dans la gouvernance en fait des municipalités, il faut y écarter les maires. En écartant les maires, c'est les partis politiques, c'est les visions des partis politiques que vous seriez en train d'écarter. Le gouvernement en a pris acte à travers le chef de l'État et nous avons aujourd'hui ces solutions que je peux dire innovantes, toujours pour corriger en fait ce que nous avons, pour rendre plus efficace et plus efficient la gouvernance locale. Est-ce que ça règle tous les problèmes? C'est pas évident. Non, pas forcément. C'est pas évident. À l'expérience, on évaluera encore. Oui, Bonia Canada. Moi, je crois que le président parti, c'est un génie. Vous voyez, ça dit, il a techniquement et subtilement réglé un problème d'insubordination. Et ça, je veux être formel là-dessus. Insubordination. D'insubordination, et là, je pèse mes mots. Vous êtes entre fonctionnaire d'une non, mais administration écoutez, communale. je suis très proche d'un maire que vous savez. Et je vois un peu comment les choses. J'ai dit, le chef de l'État, en bon père de famille, en personne intelligente, a subtilement réglé un problème d'insubordination entre les SE vis-à-vis des maires. Or, vous êtes d'accord avec moi que dans toute administration, lorsque l'autorité n'est pas suffisamment respectée ou lorsque l'autorité ne se sent pas suffisamment respectée, l'administration est enrhumée, est grippée. C'est pourquoi je dis que le président Patrice Talon, c'est un génie. Et pour moi, la réforme a commencé par marcher depuis 2 ans. Hein. Ce n'est pas qu'on est venu faire un checking pour dire que la réforme n'a pas marché. Non, la réforme a commencé par marcher dès le moment où nous les avons mises en exécution. Parce qu'en détachant l'aspect politique de l'aspect technique de la chose, à coup très sûr, c'est pour qu'on atteigne évidemment un résultat. Et pour moi, le résultat est atteint. Le maire s'occupe de la politique, de la gestion politique de la cité et le SE s'occupe de la gestion technique de la cité. Est-ce que si on fait le point global, est-ce que le résultat escompté n'a pas... D'abord, on a réglé beaucoup de problèmes de corruption. Vous savez, dans nos mairies, il y avait plein de trucs bizarres qui se passaient. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Comme l'a dit Julio, les gens sont méfiants. Ça dit que tu me dénonces, je te dénonce. Donc, chacun est dans son couloir. Donc, oui, c'est venu régler un problème depuis le moment où nous avons mis en exécution cette réforme-là. Ensuite, il faut dire que c'est extraordinairement fait. Si c'est un orchestre, c'est que chacun a su jouer sa partition. Et les quelques couacs, comme il a dit, de façon subjective que nous avons constaté, c'est ce que le chef de l'État est venu régler magistralement la dernière fois où ils se sont rencontrés. Donc, pour répondre clairement à votre question, oui. Angel, cette réforme-là, si elle n'existait pas, il fallait la créer parce que c'est cette réforme-là qui va conduire les collectivités locales à un réel développement. Allez, oui. Quand on se réfère également à ces propos qu'il a tenus, Patrice Talon, qui n'est pas sûr de tenir une telle séance, on peut dire également que c'est un cadeau de fin de mandat, juste à Nyoro, pour les maires, essentiellement pour les maires. Nous ne cesserons de dire que le président Patrice Talon est très planifié. C'est aussi l'une de ses qualités. Il prévoit, il planifie, il a une vision et je pense qu'il sait qu'il est au bout de la course. Et quand on déménage souvent, on peut recevoir des courriers
après qu'on a déménagé. Donc, il nous signale que des courriers vont venir et il faudrait que nous nous en occupions comme il faut. Donc, c'est un signal fort. Et en disant qu'il est en train de partir, il veut nous dire, oui, j'ai mis en place des réformes, mais vous êtes aujourd'hui entièrement responsable du succès que ces réformes-là vont rencontrer. Donc, c'est un legs politique, mais au-delà du legs politique, il s'agit d'un legs éthique et moral. Et c'est cela qui doit inciter les maires, qui doit inciter les secrétaires exécutifs à voir comment l'administration peut tendre la main à la politique et comment la politique peut tendre la main à l'administration. Donc avant, les maires et les secrétaires exécutifs évoluaient dans leur couloir, ils se regardaient même en chien de faïence. Et aujourd'hui, ils voudraient qu'il y ait une coopération qui puisse produire des résultats pour les populations. Ils sont là pour le bien-être des populations. La politique, c'est vraiment là où on tient tout. Et il faudrait donc que la technique puisse regarder la politique avec la douceur qu'il faut et que la politique regarde la technique avec l'amabilité requise et l'intelligence qu'il faut. Donc le président Patrice Talon est venu pour arbitrer. Donc il a fait un arbitrage magistral, comme vous l'avez révélé tout à l'heure, et il nous demande de considérer que ce sont les efforts collectifs. On ne partage pas les échecs, on partage les victoires. Et c'est cela qui nous dit, malgré nos différences, nous devons travailler à maintenir ces différences-là dans une fécondité, dans une mutualisation, pour que nous puissions voir un Bénin révélé. À l'évaluation, on verra si ce recadrage apporter des fruits, évidemment, puisqu'on pourra, avec le temps, réévaluer. Moi, je suis très optimiste. Oui. Considérant votre question précédente, je dis... Patrice Talon n'est pas homme à faire de cadeaux. Donc, il ne s'agit pas d'un cadeau de fin de mandat fait au maire. S'il y a, parce que, en fait, le cadeau sujet, en fait, une certaine subjectivité, une certaine émotion. D'accord? Patrice Talon n'est pas dans ça. S'il y a cadeau, il y en a. C'est un cadeau en faveur de la décentralisation. En faveur d'une plus grande efficacité de nos administrations décentralisées. Voilà, c'est bien dit. Allez, pendant ce temps, chers invités et chers téléspectateurs, un groupe de députés demande à connaître le salaire du chef de l'État, de ses ministres, de la vice-présidente ainsi que des directeurs généraux. Ils ont déposé une question orale. Alors, juste ailleurs, je vais commencer par vous. Pensez-vous que la principale motivation est d'obtenir des informations claires et transparentes sur les salaires des dirigeants? On sait où trouver ces informations. Je pense qu'il y a des actes qui nous permettent d'avoir les informations et dans leur communiqué, ils ont donné ces informations-là, quelque peu ces informations. Je pense qu'ils doivent aller au niveau des structures qui peuvent leur fournir les informations. Ce que nous voyons au niveau de l'opposition, il y a une sorte de harcèlement. Une sorte de harcèlement pour pouvoir, je ne sais pas si c'est pour obtenir les informations, mais pour discréditer. Attendez, quand vous dites harcèlement, je ne comprends pas, hein, parce que c'est le rôle quand même du député de poser des questions au gouvernement. Oui, ça dépend de la façon et de la manière dont ces questions-là sont posées. Vous voulez quelle façon quand on pose une question orale, monsieur Ayoro? Non, ça dépend de la manière dont ces questions-là sont posées. Parce que après avoir posé ces questions, qu'est-ce que nous avons remarqué au niveau du député Wassangari? Il est allé afficher, pour ce qu'on a lu, il a affiché... Oui, son salaire, enfin, il dit que ce n'est pas un salaire, oui. C'est prime, je crois. En tout cas, ce que lui, il prend. Voilà. Mais c'est toujours dans le souci d'une transparence, il a cité, charité bien ordonnée. Il est allé afficher, donc, ses primes. Je pense que la procédure est biaisée. Parce que nous ne sommes pas dans une démarche où on doit se distraire. Nous devons nous prendre au sérieux. Lorsque tout a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque vous avez voulu contrôler, parce que c'est leur rôle de contrôler cela, laissez que tout se passe au niveau de votre couvent, que tout se passe selon les normes. Il ne s'agit pas après de se livrer à un spectacle pour pouvoir, c'est pourquoi je parle de harcèlement, pour pouvoir dénaturer la pertinence de ce que vous recherchez. Donc là, il s'agit d'une sorte d'agacement. Et je pense que le porte-parole a pu intervenir par rapport
à la question. Voilà, par rapport à la question, il a demandé que le débat soit fait. Donc, on est ouvert à ce débat-là. Mais si on engage un débat dans un milieu particulier, il ne s'agit pas après de se livrer à une sorte de distraction pour pouvoir montrer forcément que ceux à qui on pose des questions ne sont peut-être pas capables de répondre. Donc, nous devons vraiment faire preuve de responsabilité et que les questions qui sont posées ne frisent pas un certain agacement pour les personnes qui doivent... Pourquoi les salaires des personnalités doivent être à vous, monsieur Agnoro? Mais bon, c'est votre temps de réponse. Julien Tometti, la même question. On demande à connaître le salaire du chef de l'État, de la vice-présidente, et également de ses ministres. Recherche de transparence. Je suis de ceux qui pensaient, lorsque le débat était apparu, ce n'était pas d'aujourd'hui, ça fait déjà même quelques années, je dois le dire. Si. Je suis de ceux qui pensaient que ce débat, il faut que formellement, ceux qui sont habilités comme les députés posent la question du point de vue formel, tel que ça vient de faire, tel que ça vient d'être fait. Et donc, dans la forme, je dois être satisfait. Bien. Mais je ne le suis pas. Je sens le main. Je ne le suis pas en ce sens que le contenu, pour moi, est pernicieux de manière ou d'une autre. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que nos ragots, d'accord, les ragots qu'on peut se dire, d'accord, ou que n'importe qui peut dire à travers les réseaux sociaux, il ne faut pas que quelqu'un ou des groupes de députés portent ces ragots-là. Je vais vous donner quelques exemples. En voulant demander le salaire du chef de l'État, il se dit que le chef de l'État gagne 150 millions. Il se dit que la vice-présidente gagne 50 millions. Madame Angèle, lorsque je vais vous poser une question, on dit, il se dit que vous avez volé, ou bien il se dit que vous êtes tel. En cherchant une réponse, est-ce que c'est la réponse que je cherche? En fait, non, ce n'est pas, en fait, ce qu'on cherche, en fait, ce n'est pas, en fait, la réponse. Ce qu'on cherche, c'est à travers une question comment je vais le dire? Chercher la polémique, c'est ça? Chercher la polémique. Parce qu'en vérité, c'est quoi? L'effet que ça fait dans la masse, ou bien dans une population comme la nôtre, d'accord, je ne vais pas faire de qualificatif, mais c'est que, si le député dit, ça veut dire que le président de la République gagne 150 millions. Ça veut dire que le vice-président, ou la vice-présidente gagne 50 millions. Et l'autre chose, j'ai senti en voyant la capture d'écran de salaire des députés, ou bien de primes de députés, qu'il y a une sorte de comparaison qui a tendance à gêner les députés. J'ai l'impression que les députés se disent, mais pourquoi moi, nous gagnons peut-être 4 millions et qu'un préfet gagne 5 millions? Ignorant. Je suis en fait dans ça. Et dans ça, on a fait de la déduction pour dire, si le préfet gagne 5 millions, alors nous voudrions savoir ce que gagne le ministre de la décentralisation, qui est l'autorité de tutelle des préfets. Attendez. Il faut peut-être rentrer, peut-être nous aurons le temps de faire l'analyse au fond. J'ai entendu dire, par exemple, pour la question des préfets, et que le préfet de 5 millions, le préfet représente dans son département tous les ministres réunis. S'il y a un problème d'ordre sanitaire quelque part, il doit se déplacer. S'il y a une question d'ordre sécuritaire, et les préfets, de ce que j'ai entendu, je ne suis pas dans le secret des dieux, ont des structures de renseignement. D'accord? Point au coup. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils gagnent ou bien s'il y a d'autres avantages à côté qui permettent d'absorber ces coûts-là. C'est-à-dire les coûts relatifs au renseignement, par exemple. Un préfet ne peut pas tout maîtriser étant dans son bureau. Je ne sais pas. Et donc, quand on rentre dans le contenu, il y a plusieurs éléments d'analyse qu'on peut faire et dont les parlementaires qui ont signé en fait, ces questions-là sont au courant. Dernier élément pour finir. En fait, et je ne veux pas aller dans les polémiques telles que j'ai sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la formule. On a dit avantages totaux comprises, ainsi de suite. Il y a dans ce pays où, vous avez, les personnes peuvent gagner peut-être 500 000, d'accord? Mais les primes sont à des millions. Des personnes peuvent gagner 500 000, mais c'est sur le budget national que les frais d'électricité à la maison sont supportés, que leurs communications sont supportées, que la réparation de leur véhicule est supportée. On ne connaît pas en fait toute la plénitude. Donc quand on jette des chiffres comme ça, on risque de se tromper. Et j'ai quelqu'un qui disait aujourd'hui que
administrativement, il faut mettre certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics à l'abri du besoin pour être le plus sévère que possible lorsque ceux-ci tomberaient dans les revers des inflations économiques. Pour dire, quelqu'un pose la question aujourd'hui, je vais rappeler ça rapidement. On dit, bon, avant, un directeur gagnait juste 800 000. Mais à côté, combien il volait impunément? Pour vous, il ne devrait pas. Enfin, dans la forme, ce n'est pas la meilleure méthode. Quand vous lisez, d'accord, vous vous rendez compte de l'idée pernicieuse et non de la recherche, en fait, d'informations. Bon, d'accord, vous y voyez une idée pernicieuse, mais est-ce que la démarche, elle est mauvaise? J'ai rien contre la démarche. D'accord, allez, oui, Bonia mais que dans un acte aussi formel, on avance des chiffres sans attendre qu'on vous en donne. Quand même. Oui, Bonia Canada. Je voudrais faire du Boniek, hein, comme d'habitude. Sur le principe, et je veux être formel là-dessus, dans une démocratie, dans un état de droit, il est normal que le citoyen connaisse les émoluments, le salaire, les indemnités de ceux-là qui le dirigent. Ça règle plusieurs problèmes dont voici quelques-uns. Primo, ça fait de la transparence dans la gestion de l'État. Deuxièmement, ça permet aux citoyens de contrôler les dirigeants, parce que si moi je suis au courant de ce que vous gagnez, je peux en tant que citoyen contrôler votre train de vie. Dès lors que je constate que votre train de vie est en déphasage avec ce que l'État vous paye, je suis en mesure d'aller vous signaler pour dire que ce dirigeant-là, il faut fouiller. Tertio, cet état de choses permet de vérifier la répartition, si vous voulez, de la richesse nationale. Est-ce que le citoyen peut se dire, est-ce que ce faisant, est-ce que la richesse nationale est répartie? Bon, il y a plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres exemples. Donc, sur le principe, il est normal que dans un état de droit et dans un état de démocratie, que le citoyen connaisse ce que gagnent ses dirigeants. Ceci étant, est-ce que ceux qui ont formulé la question, est-ce qu'ils l'ont formulé effectivement pour contrôler l'action du gouvernement ou pour avoir des réponses qui doivent servir aux populations que nous sommes? Je n'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des politiques. Et le timing dans lequel la question est reposée, c'est-à-dire que c'était une vieille question, et la question est reposée, peut prêter à confusion. Ce que je voudrais dire, moi qui suis un soutien du chef de l'État et qui suis très admiratif de la qualité de gouvernance du président Patrice Talon, moi je voudrais souhaiter qu'on coupe l'herbe, comment vous appelez ça, sous les pieds de l'opposition en répondant simplement à la question et en faisant taire les rumeurs qui disent que le chef de l'État gagne 150 millions. C'est faux. Moi, je peux d'emblée dire que c'est faux. Ah bon, vous avez sa fiche? Non, mais écoutez, je suis formel là-dessus. On ne peut pas me dire que le président Patrice Talon gagne 150 millions par mois. Si monsieur là que je connais, il n'est pas rassasié, mais il n'a pas aussi faim. Vous comprenez? Donc, pour régler le problème définitivement, pour empêcher les spéculations inutiles, pour empêcher les gens de trouver les moyens de toujours parler, coupons l'herbe sous le pied de ces gens-là, diffusons ce que il n'y a rien de caché. Le ministre, tel ministre gagne. Bon, d'abord, si on dit que le ministre gagne tel, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. On va plutôt justifier pourquoi on paye telle somme à un ministre. Et dans ces conditions-là, tout le monde sera réglo et on va empêcher les gens de salir le pays. Parce que ce que vous ne savez pas, dès lors que ce type de problème-là est posé à l'international, ça porte confusion. Ça dit qu'il y a de la confusion dans l'opinion internationale qu'on dit qu'au Bénin, moi, mon pays, le Bénin, qui est géré désormais avec beaucoup de rigueur, qu'on ne sache pas combien gagnent les ministres, les dirigeants. Moi, je ne suis pas d'accord. Je souhaiterais qu'on le diffuse et qu'on empêche ces gens-là de salir. Vous êtes entendu, mais pourquoi, justement, pourquoi faire autant de tabous autour des émoluments des dirigeants, monsieur Ayoro? Ça devait être peut-être la chose basique. On voit dans des pays un peu développés que les gens énoncent le salaire même devant les médias sans crier gare. Pourquoi entretenir autant de tabous jusqu'à ce qu'on revienne encore à une question orale sur le sujet? Oui, moi je trouve que ce désir de transparence, comme mes co-débatteurs l'ont affirmé, ce désir de transparence est alloué. Et c'est la manière, et je reviens là-dessus, c'est la manière, c'est la procédure qui,
qui est curieuse. Donc, moi, ce que vous dites, les pays en Norvège, par exemple, dans les pays scandinaves surtout, tu peux connaître le salaire de ton voisin, tout ça. Mais vous savez qu'en France, il y a le tabou qui persiste par rapport au salaire que les autorités politiques gagnent. Donc, il y a eu des explications quand même très intéressantes pour dire par rapport au préfet, il y a du leurre. Lorsque nous voyons ce que le préfet gagne, comme il a dit, il y a les renseignements, il y a beaucoup de charges. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de charges qui ne sont pas attribuées à l'État. Et c'est avec ce que tu gagnes que tu gères tout. Et cela, c'est déjà un premier pas vers la transparence. Mais pourquoi on ne salue pas ce pas vers la transparence qui nous arrache aux griffes de la prévarication? Nous ne saluons pas cela. Donc, les pays occidentaux aussi, il y a aussi ce problème de tabou qui persiste par rapport à la question des salaires. Donc, le Bénin est dans un cheminement. Nous sommes heureux que les opposants puissent nous aider pour que ce cheminement aboutisse. Mais la procédure doit être revue. Il ne faudrait pas que nous versions dans la puérilité lorsque nous voulons avoir des informations. C'est là où le bas blesse. Cette puérilité qui a caractérisé la recherche d'informations, où on va dans tous les sens, où on utilise les ragots, les rumeurs pour pouvoir obtenir l'information. On se base sur les suppositions. On invente pour pouvoir avoir la bonne information. Ça veut dire que ce qui commence à prévaloir, il y a une sorte de mauvaise foi. Et lorsque nous allons, vous êtes journaliste, lorsque nous allons à la quête de l'information, il faut aller avec un esprit neuf. Il faut aller avec une sorte d'innocence. Et nous ne voyons pas ça au niveau de nos opposants. Un peu comme Boniac, que le gouvernement y réponde. C'est ce que vous osez, que le gouvernement y réponde. Mais après, il ne faudrait pas que nous tombions dans ce style, dans ce style enfantin. Ce qui prouve que c'est méchant. Et ce qui prouve que c'est méchant. Non, une seconde. Ce qui prouve que c'est méchant, Angel, c'est que vous avez dit, vous avez posé une question. En soi, c'est légal. Vous pouvez poser une question au gouvernement. Vous laissez le gouvernement vous répondre. Mais vous ne laissez pas le gouvernement répondre. Et vous versez maintenant dans les réseaux sociaux, dans les rumeurs. Et c'est ce qui m'énerve, moi. C'est pourquoi je dis le gouvernement n'a qu'à publier pour qu'on quitte ce débat-là. Oui, d'accord. Merci à Julio. Vous allez faire comme Boniac, demander au gouvernement d'y répondre également. Oui, je suis certain que 30 secondes, on a le gouvernement apportera la réponse qui sied. La réponse qui sied en se fondant sur ce qu'il a en termes d'obligation de cette façon-là prévue par les textes ou d'obligation de transparence vis-à-vis des populations. Sauf que je vais faire observer quelque chose. Rapidement, Bonnier. Quel que soit en fait les montants, il y a en fait un certain nombre de réalités attachées à ces salaires que le commun des Béninois ne pourrait pas comprendre. Il y a des choses, par exemple, que moi je ne pourrais pas dire sur ce plateau et que je vous dirai peut-être une bosse pour votre culture. Donc, je ne sais pas dans quelle forme ça va se faire, mais le gouvernement servira en fait la réponse qu'il fallait. Voilà. Merci à vous, Julio Tometi. Merci, Justin Yoro. Merci, Boniac Kanagon. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On n'a plus le temps de faire une longue conclusion. Je vous retrouve dès la semaine prochaine avec le même plaisir. ETélé avec vous, pour vous.